Bienvenue au podcast Alpha Show. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale. Bonjour Marlène. Bonjour. Aujourd'hui, on accueille Marlène Mazouz, qui est enseignante et superviseure en analyse transactionnelle, certifiée TSTA, qui correspond en quelque sorte au dernier niveau de certification Tout à fait. en analyse transactionnelle. On va vous Mhm, expliquer ce que c'est. mhm, Marlène a créé son école EATIF, une école qui enseigne l'analyse transactionnelle en Île-de-France, mhm, il y a une dizaine d'années. Elle est également coach et superviseur de coach. mhm. Et une troisième casquette, depuis 30 ans, elle a créé son cabinet Médiation Formation Conseil, qui est un cabinet qui aide les entreprises sur les thématiques de risques psychosociaux, gestion du stress, management et efficacité personnelle. Alors Marlène, comme à l'habitude dans ce podcast, ce que je te Mhm, propose, c'est de te présenter, de mhm, nous parler de ton parcours et comment t'en es arrivé là. mhm. Alors, j'ai commencé en fait dans le domaine de la formation il y a 40 ans. Une opportunité s'est présentée à moi et j'ai adoré ça. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait, je me suis organisée pour rester dans la formation et l'enseignement des adultes. Et donc, il y a 30 ans, comme tu le disais, j'ai créé mon cabinet, donc médiation, formation, conseil. Euh, et j'ai commencé en parallèle à me former en analyse transactionnelle. Et ça a été pour moi une vraie passion, et ça l'est encore aujourd'hui, Hmm. puisqu'il y a 10 ans, donc, j'ai créé mon école qui fête ses 10 ans là. Je fête cette année les 10 ans de l'école. Voilà. Bravo. Donc, c'est un joli parcours. Hmm. Donc, je suis enseignante et superviseure et j'accompagne les personnes qui sont intéressées par cette approche jusqu'à la certification. Et je compte aujourd'hui une personne qui est certifiée donc l'année dernière et j'ai deux candidats qui ont réussi la partie écrite de leur certification et qui passent l'oral en novembre. Je leur fais un petit clin d'œil au passage. D'accord. Voilà. Est-ce que tu es d'accord pour nous dire un tout petit peu plus de détails de ce que tu faisais avant, comment tu es arrivé à la formation et Mm, ensuite on parlera peut-être, avant de parler, parce que le thème d'aujourd'hui c'est quand même la gestion du stress, mm. mais juste expliquer ce qu'est l'analyse transactionnelle avant. Ouais. Ok, alors l'analyse transactionnelle, en fait, je l'ai rencontrée dans un organisme de formation dans lequel je travaillais, Hmm. puisque j'ai fait pratiquement toute ma carrière dans ce domaine-là. Et j'avais un patron qui était un passionné de psychologie et de psychanalyse, et Mhm. qui m'a, en fait, en quelque sorte, mis le pied à l'étrier, qui m'a poussé. Ça a été mon mentor, en fait, Hmm. et je le salue pour ça. Et il m'a conseillé de suivre les formations que nous vendions à nos clients, de les suivre pour mieux connaître les contenus, pour mieux appréhender les formateurs, et donc pour mieux conseiller nos clients. Alors évidemment, il ne me l'a pas dit deux fois, donc c'est là que j'ai commencé à me former à l'analyse transactionnelle, la sémantique générale de Korzybski, le management, les techniques d'entretien, la PNL, et donc, et l'analyse transactionnelle. Et là, je dis, waouh, il faut que je trouve un moyen pour continuer Mhm. sur ce chemin-là. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Et j'ai commencé à me former, en Ouais. fait, ce qu'on appelle le cours 101, l'initiation, je l'ai faite en 1985. Donc, D'accord. ça fait Ça quelques fait années. quelques années. Voilà. Et le parcours de Je théorie. n'étais pas né. Tu n'étais pas né. Non, j'étais pas né. Et le parcours de théorie approfondie, où là, vraiment, j'ai commencé à vraiment comprendre les mécanismes et commencer à l'utiliser dans ma pratique professionnelle en 1990. Ça, c'est le 202 que tu as fait. Ok. Oui, D'accord. oui. Parce que les noms sont à l'américaine, 101, 202. Voilà. Le 101, en fait, pour Eric Berne, qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle, fait référence à toutes les, je vais y arriver, toutes les initiations dans quelque matière que ce soit aux États-Unis, dans les Mhm. universités, ça s'appelle 101. Ouais. Cours 101 de, je sais pas, de maths, de Mhm. philosophie, etc. Tout à fait. Voilà. Donc, si tu as fait cette initiation, ensuite le 202. Voilà. Et puis, à partir de 90, où je me suis formée à la théorie approfondie, je n'ai eu de cesse de continuer, Continuer d'apprendre. didactique, supervision. Et en 2003, je passe mon premier niveau de certification, qui est celui dont je parlais tout à l'heure,
qu'une de mes candidates a passé en novembre dernier, Donc, en tu as vraiment bouclé 2003. la boucle. Maintenant, J'ai bouclé la boucle en 2003, 2007, 2008. J'ai passé un second niveau qui est un niveau intermédiaire d'enseignant et superviseur Hmm, qu'on appelle provisoire, qui a hmm. duré 14 ans. Et en novembre dernier, moi-même, je suis devenue TSTA, qui correspond à Teacher and Superviseur en analyse transactionnelle. Et qui est un peu le Graal en termes d'analyse transactionnelle. Voilà, le sommet du niveau de certification. Après, le Graal, en fait, c'est le Ouais. prix Eric Berne, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ouais, en termes de certification, de Oui, diplôme en tout oui, cas, c'est voilà, le plus haut niveau qu'on puisse voilà, atteindre exactement. Et en je TP. suis très fière de ça. Ah, bravo Marlène. Merci. Ouais. Et du coup, bah, moi aussi, je suis passionné de cette chose-là qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Je suis tombé dedans il y a quelques années Mhm, et depuis, j'ai pas lâché. mhm, Et c'est vrai que c'est très nourrissant et je n'ai de cesse d'apprendre plus de choses et de me former et de lire et d'écouter. mhm, Et du coup, c'est intéressant de... Alors, je me pose un peu la question à voix haute. Est-ce mhm, qu'on part directement sur le stress mhm, ou on fait une petite introduction mhm. à qu'est-ce que l'analyse transactionnelle pour les gens qui nous écoutent pour qu'en plus on puisse jongler entre les deux plus Mhm. aisément? Ok. Mm, Alors, l'analyse transactionnelle a été mm, fondée en fait par Eric Berne, mhm, qui est mort en 1970 et qui, dans les années 50-60, va commencer à développer cette approche. Alors, son histoire est longue, mais je vais mhm, je vais m'efforcer de faire court parce que il y a beaucoup de choses à dire sur son histoire, son parcours. mm. Et donc, il va développer une approche qui permet de comprendre les mécanismes humains, qui est une approche qui comprend. Alors, on coupe là. Donc, Eric Berne a fondé donc l'analyse transactionnelle dans les années entre 1960 et 1970, date à laquelle malheureusement il nous a quittés. Mhm. Et c'est une approche en fait qui est basée sur en fait trois grands courants qui sont la psychanalyse D'accord. freudienne. Berne était un passionné de psychanalyse, Mhm. le behaviorisme, c'est-à-dire l'étude des comportements, et l'approche systémique. L'approche D'accord. systémique qui est un concept, enfin une approche qui permet de comprendre les mécanismes humains notamment. Et moi, à l'image d'une montre, quand j'explique ce qu'est l'approche systémique, j'explique qu'en fait une montre fonctionne tant que toutes les pièces fonctionnent bien, c'est-à-dire qu'elles sont interdépendantes et qu'elles me donnent l'heure. Si une pièce se casse ou si la pile simplement est épuisée, Mhm. eh bien, ça va toucher tout le système. C'est un peu le même schéma dans une organisation, dans un groupe de personnes qui travaillent ensemble. D'accord. C'est que quand une personne dysfonctionne, ben, ça va atteindre tout le groupe, toute l'équipe. Et donc, c'est ce que nous faisons à travers l'AT, donc AT, analyse transactionnelle, Mhm. pour expliquer ces mécanismes et permettre aux personnes de grandir, de se développer et de guérir au sens analyse transactionnelle, c'est-à-dire sortir de son scénario, sortir de ses schémas répétitifs, sortir de tous les freins qui nous encombrent et qui nous empêchent de nous réaliser, d'être nous-mêmes, et que Berne appelle l'autonomie. Est-ce que Ok. tu peux nous donner quelques concepts clés Mhm. de l'analyse transactionnelle? Hmm. Alors, tout le monde, beaucoup de gens connaissent le triangle dramatique Mhm. sans forcément l'associer à l'analyse transactionnelle. D'accord. C'est le triangle dramatique de Stéphane Karpman qui nous explique comment les personnes entrent dans des jeux psychologiques Mhm. et comment les rôles vont changer à l'intérieur de ce triangle. Mhm. Ça, c'est une première chose. Récemment, je regardais le film Je retourne chez ma mère Mhm. et dans une scène, on voit un couple qui discute et un des acteurs dit à l'autre, en fait, là, tu viens de coller un timbre. Et quand l'autre acteur lui demande, mais c'est quoi? Il lui dit, en fait, ça c'est de la psychologie. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de coller un terme, c'est-à-dire accumuler de la rancune, semble être rentrée dans le vocabulaire courant. Mhm. La patate chaude. On Ouais. parle de patate chaude, en fait, c'est un concept que j'associe moi à Fanita English, qui est une analyste transactionnelle qui nous a D'accord. quittés il y a peu de temps. Donc, oui, il y a un certain nombre de concepts qui sont utilisés, qui sont rentrés dans le vocabulaire, dans le langage courant, Mhm. sans que les personnes De l'associer à l'analyse transactionnelle. Ce absolument. qui est une bonne chose en réalité. Ah oui, C'est-à-dire oui, que moi j'aime ça a beaucoup ça, pénétré absolument, l'inconscient absolument. collectif, on Ouais, pourrait dire. ouais, ouais, mhm, tout à fait. Et le concept de parent, adulte, enfant? Alors, le concept de parents adultes enfants, c'est le concept sur lequel Berne va travailler et en commençant d'ailleurs par l'intuition.
Il va commencer à s'intéresser à l'intuition à l'époque où il était Mhm. psychiatre, Mhm. et il s'intéresse à l'intuition et il va commencer à travailler dessus en posant justement aux candidats à la réforme, c'était la période de guerre. Il va poser deux questions aux candidats à la réforme. Il y avait toute une équipe, en fait, c'était toute une équipe de médecins qui travaillait sur ces dossiers, et lui devait poser deux, trois questions pour identifier certains symptômes psychiatriques. Et donc, il avait ajouté à sa liste deux questions Mhm. qui étaient: êtes-vous nerveux et êtes-vous déjà allé voir un psychiatre? Mhm. Et en fonction de la réaction du candidat, il devinait, enfin, il faisait des hypothèses sur la profession Mhm. et ensuite il vérifiait ça dans les dossiers. Et donc, il explique ça à travers des articles qui ont été réunis dans un livre qui s'appelle État du moi et Intuition. Il explique tout le processus, en fait, de comment il a développé cette notion d'intuition. Et cette notion d'intuition qu'on retrouve dans ce qu'on appelle l'état du moi enfant, dans le diagramme structural de second ordre. Donc là, Mhm. j'invite nos, nos auditeurs à aller se renseigner plus avant, mais je ne vais pas trop rentrer dans les Ouais. détails parce que là, du coup, ça va faire un cours, Je, c'est pas l'objet. je me dis que ça méritera quelques épisodes dans Oui. le futur sur purement l'analyse transactionnelle. Mm. Mais je voulais quand même poser ce cadre Mhm. parce que, corrige-moi si je me trompe, beaucoup de choses que tu enseignes sur le stress, Mhm. tu fais quand même les ponts avec l'analyse Tout transactionnelle. à fait. D'accord. Alors, tout à fait, quand je travaille auprès de salariés d'entreprise sur Hmm. la gestion du stress, je m'appuie sur différents outils et notamment les drivers et messages contraignants, Ah, donc on aura qui est l'occasion un d'en parler. Ouais. concept qui est intégré à l'analyse transactionnelle, et ça me permet d'expliquer un certain nombre de choses qu'expliquent les participants, donc les Mhm. salariés, et eux, ça leur permet de comprendre comment ils fonctionnent et comment le stress peut être généré chez eux à partir donc de leurs messages contraignants dominants. D'accord. Donc Voilà. ça, je veux bien qu'on le développe tout à Oui, l'heure. d'accord. Donc, alors, allons-y maintenant. Ouais. Donc, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. C'est un exercice difficile pour moi parce que je cherche à être abordable et en même temps, l'analyse transactionnelle demande parfois quand même qu'on rentre dedans et d'apprendre certains concepts. Donc, c'est parti. On va commencer par définir c'est quoi le stress, Marlène? Hmm. Alors, le stress, en fait, à l'origine, n'est pas un mot qui est utilisé pour Hmm. décrire les processus internes humains. Hmm. Le mot stress est un mot qui est utilisé pour décrire, pour un matériau, la pression qui est exercée et qui provoque un stress sur le matériau. Hmm. Genre, je vais raconter une anecdote. Ok. Il y a quelques années, j'animais une formation sur la gestion du temps auprès d'un groupe de salariés. Et une des participantes nous explique qu'elle est chercheure sur le stress. Et moi, intéressée par je lui dis: ah, ça m'intéresse d'en parler avec vous. Ouais. Elle me dit: je suis pas sûre qu'on puisse en parler. Je lui demande pourquoi. Elle me dit: en fait, moi, je fais de la recherche sur le stress des matériaux. D'accord. En fait, là, nous sommes dans une pièce, nous sommes Hmm. dans un bâtiment, il y a au-dessus des tonnes, des tonnes, en dessous, les gens qui sont au premier, au rez-de-chaussée, supportent des tonnes, et en fait, il y a des gens dont la spécialité, c'est de rechercher la capacité d'un matériau à supporter la pression. Hmm. Supporter la pression, pour un humain, c'est quoi? Donc, le mot stress vient de là. Et donc, c'est Hans Selye qui va utiliser ce mot en 1936 Hmm. pour décrire le stress humain. Alors, ça ne veut pas dire que le stress humain a commencé en 1936. Il a Ça- commencé depuis l'homme de Cro-Magnon qui allait Ouais. chercher de quoi manger. Hmm. Il était stressé parce qu'il ne savait pas s'il allait revenir avec de quoi faire manger sa famille ou Hmm. si lui-même allait se faire manger, quoi. Tout à fait. Donc, le stress existe depuis des millénaires, quoi. Hmm. Simplement, Hans Selye va le conceptualiser et décrire ce que nous en connaissons aujourd'hui. D'accord. Et du coup, comment ça se manifeste aujourd'hui? Quels sont les facteurs de stress, notamment au travail? Mhm. Euh, Mm. Comment ça commence, cette histoire de stress? Alors, il y a d'abord notre vécu personnel Hmm. que j'explique à travers les messages contraignants. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, T.B. Keller, qui a inventé ce concept, Hmm. qui a été intégré donc dans l'approche analyse transactionnelle, puisqu'il s'est formé en analyse transactionnelle,
va identifier 5 messages Mm. qui sont en fait des contraintes que les parents ou figures parentales ont imposées à l'enfant. Donc ces 5 messages sont sois parfait, sois fort, fais plaisir, fais effort et dépêche-toi. Mm. Nous les avons les 5, dit-il. Il y en a un ou deux qui dominent et qui vont s'activer lorsque nous vivons une situation stressante. D'accord. Par exemple, je prends le premier, le soi parfait. Le soi parfait, c'est mon cas aussi, hein, j'ai du soi parfait. Lorsque j'étais stressée, je dis bien j'étais parce que depuis, je fais un petit peu de chemin et donc je me suis j'ai un peu, je me suis un peu soignée. Ouais. Il n'empêche que lorsque je vis un stress, une situation stressante, souvent ce qui se passe, c'est que mon soi parfait me contraint à ne plus déléguer, Mm. vérifier, ne plus faire confiance, Mm. vouloir tout regarder, Mm. tu vois. Donc des critères qui sont identifiés chez le soi parfait. Et donc quand j'explique aux salariés dans les entreprises comment, lorsqu'ils activent un driver parce qu'ils sont soumis à un stress, ça leur permet de comprendre qu'effectivement, c'est lié à cette pression parce qu'elle vient en fait de l'enfance. Alors évidemment, on n'explore pas l'histoire des personnes, mais ça leur permet de comprendre que ce qu'ils vivent et comment ils vivent l'événement de stress Mm. est lié à ce message contraignant dominant. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, Mhm. si je suis sous stress, Mhm. moi naturellement, je vais avoir l'un des 5 drivers qui est plus dominant chez moi, Voilà qui et va ça va s'activer. activer un type de comportement Oui. sous stress qui va Mhm. être différent selon le type de Selon driver contraignant. voilà, selon le Le driver message, dominant. je parle de message Ouais, contraignant. d'accord. En fait, c'est ce que nous apprenons. En fait, il y a une distinction à faire et souvent, je vois qu'il y a une erreur à cet endroit-là et Hmm. j'en profite pour le corriger. C'est que le message contraignant, c'est le message que nous avons reçu lorsque nous étions enfants, à, à un stade anal globalement, mais aux alentours de 2 3 ans, Hmm. disons, pour faire court, avec des spécificités, mais on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, on le fera dans un autre podcast. J'ai oublié ta question. Est-ce que en fait, ce qui s'active, c'est le driver qui est Oui, le plus alors, dominant chez pardon. moi, c'est ça? Donc, oui, excuse-moi. Ouais. Je suis un peu troublée. Donc, on coupe et je recommence. Donc, en fait, il y a une distinction à faire entre driver et message contraignant. Je vois souvent des erreurs dans sur la toile, etc. Hmm. Le message contraignant, c'est le message que l'enfant a reçu petit, à un stade anal, D'accord. globalement, c'est-à-dire entre 2 et 3 ans, voire un peu plus tard. Et le driver, c'est la manifestation externe. C'est ce D'accord. qui est visible de l'extérieur D'accord. et sur lequel T.B. Keller s'appuie en disant, pour reconnaître un driver chez l'autre, il dit, je m'appuie sur la structure des phrases, la façon dont la personne Hmm. s'exprime. Et je trouve ça très intéressant parce que je m'amuse parfois à regarder, à observer ce qui se passe dans une salle de formation quand j'arrive chez un client. Je regarde comment les personnes se comportent et ça me donne déjà Des quelques éléments. intuitions, ouais. Voilà, Et voilà. puis le langage corporel aussi. Tout à Ouais. fait, tout à fait. Ouais. Ouais. Il y a plein d'éléments qui entrent en ligne de compte et qui permettent de comprendre comment la personne est, Ouais. quand elle est sous influence d'un message contraignant, comment elle se conduit Hmm. et puis les conséquences que ça peut générer autour. Parce que parfois il arrive que les personnes autour ne comprennent pas ce qui se passe. D'accord. Évidemment, elles ne sont pas renseignées sur l'histoire de la personne. Et parce que peut-être je n'ai pas le même driver que toi et que du coup, ton comportement sous Ouais. stress m'étonne alors que Absolument, je n'ai pas le même. absolument. D'accord. Par exemple, si je prends le soi fort, comme son Justement, nom on l'indique, peut. c'est Ouais, voilà, c'est ouais. quelqu'un qui est sur la réserve, qui parle peu ou pas de ses émotions, Mhm. etc., avec un fait plaisir qui est plutôt, dans dans l'expansion, dans l'expression des émotions, voilà, parfois même du débordement. Et donc un soi fort et un fait plaisir, ça se marie pas bien, quoi. Ouais. Sauf si l'un et l'autre ont fait du chemin et que l'un et l'autre ont compris le comportement de l'autre, quoi. Mais juste Voilà. pour vérifier si j'ai bien compris, donc Mhm. sous stress, c'est mon driver dominant à moi qui va se manifester avec sa version stressée. Oui,
Sa version sous stress. La version, en Ouais. fait, oui, nous avons donc Mhm. notre message contraignant et lorsque nous sommes sous pression par rapport à une situation Mhm. qui génère du stress, eh bien, ce sont les manifestations que je vais qualifier de négatives, en fait, Ouais. pour la relation, pour la personne et pour la relation qui vont se manifester. Et D'accord. c'est ça que nous explorons. Est-ce que du coup on peut faire un tour des 5? Hmm. Donc on avait dit que le soi parfait. Mhm. Donc il y a aussi le penchant positif, c'est-à-dire que Ben, bien quelqu'un sûr, qui a ce driver soi bien parfait, sûr. il va avoir certaines qualités. Absolument, absolument. Euh, Le soi parfait, tu peux lui faire confiance. mhm. Il est hyper organisé, donc en termes de gestion de son agenda, en termes de confiance, en termes comment dire, de la parole donnée, il met un point d'honneur à respecter ses engagements, quoi. Donc là, Mhm. tu peux vraiment compter sur lui, tu peux lui confier ton porte-monnaie, tu vois. D'accord. Voilà. Le soi fort, c'est quelqu'un qui... Alors, pour Tebi Keller, ce serait celui qui... comment dire? Le soi fort, pour Tebi Keller, c'est celui qui serait le, le meilleur chef d'entreprise. Alors je dis meilleur entre Entre guillemets parce guillemets, parce qu'il que y a tout le des très monde bons, peut. il y a Ouais. des très bons chefs d'entreprise qui n'ont pas le soi fort et c'est très bien aussi. Mhm. Parce que en cas de problème, Mhm. s'il faut couper un bras à l'entreprise, c'est-à-dire s'il faut licencier une partie du personnel, il va le faire sans hésitation et sans état d'âme. Mhm. Ça, c'est un de ses points forts. Il est hyper fidèle, il a très peu d'amis, très peu de relations, mais en même temps, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer. Le Il a soi une fort. force et une capacité, une endurance qui est quand même Mhm. assez exceptionnelle. Une résilience. Oui, Mhm. ouais, 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 tout à fait. Le fait plaisir, C'est un peu un guerrier le soi fort quelque part. pardon, C'est un peu l'archétype du guerrier quelque part, le soi du, fort, on pourrait dire. oui, 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 il va au combat, il y Mhm. va et il ne se plaint pas. Mhm. Voilà, il va jusqu'au bout et il termine ce qu'il Mhm. commence, quoi. Et on le verra après, en même temps, il y a sous trop de stress, Mm. ça peut générer un craquage Oui. qui, Alors, qui trop de stress, mais sur plusieurs sur années, hein, plusieurs parce années. il a Ok, une capacité de résistance ok, qui est quand même assez longue. Donc ça, c'est son point fort. Ok. d'accord. Mais il faut qu'il fasse attention parce qu'effectivement, au bout, ça peut être dramatique pour lui sur le plan au niveau de sa D'accord. santé. Bah, on en reparlera après si tu veux bien quand on aura Mhm, fait le tour d'abord des côtés positifs, puis mhm. des côtés. Enfin, Je je veux ne veux pas. pas dire des côtés négatifs, mais des points faibles, tu vois, Des points sous stress, pardon. voilà, Ouais. des points Hmm, faibles sous stress parce qu'en hmm, fait, ils présentent tous des aspects intéressants dans le cadre de la gestion d'une équipe, par exemple, tu d'accord. vois. Mhm. Ensuite, on a quoi? Le fait plaisir, Fait plaisir, donc. Ok. voilà. Alors, le fait plaisir, il est chaleureux, il est ouvert, Hmm, il a un poste d'accueil, par exemple, dans une entreprise, c'est vraiment la clé et l'image de l'entreprise parce qu'ils ont le sens de l'accueil, ils ont le sens de la réception, ils ont le sens de l'aide, du soutien gratuit, vraiment gratuit, désintéressé. désintéressé. Hmm, Ils doivent faire attention parce que lorsqu'ils sont sous stress, ils peuvent devenir agressifs parce qu'ils ne comprennent pas. Comme ils aident beaucoup, ils font beaucoup pour les autres, quand ils ont besoin et qu'ils ne reçoivent pas en échange, ils ne reçoivent pas à hmm. la hauteur de ce qu'ils estiment devoir recevoir, là, ça prend une tournure un peu dommageable quoi, pour eux et Ouais. pour la personne ou les personnes en face. Euh, voilà ce que je peux dire de mémoire Ouais. de ce driver. Et je dépêche-toi. Alors, le dépêche-toi, je le vois très vite par le vocabulaire, Hmm, le rythme, le débit hmm. de la personne, les personnes qui parlent vite, les personnes qui répondent avant que j'ai fini de poser ma question, ce sont des critères. Des personnes qui s'impatientent et qui, quand quelqu'un d'autre parle, et parfois je fais exprès de parler lentement et je regarde les gens qui commencent à s'agiter, je dis ah ça y est et je leur explique, voilà, je leur Ouais, dis ça vous a agacé, et là oui oui bon, ouais. non, voilà il faut que ce soit un peu amusant aussi pour eux, Ouais. voilà de découvrir, Leur propre diver. ouais, ouais. D'accord. Mhm.
Et si on... Alors, ceci, Ouais, juste pour terminer avec ouais. le driver Dépêche-toi, mais il y en a un autre dont on n'a pas parlé, c'est le Féfort. Le Dépêche-toi, il a une grande qualité, la gestion des urgences. Hmm, C'est un champion. c'est un champion. Ah oui, c'est un Et ça lui fait champion. pas peur. Ça lui fait pas peur. Ouais. Et en fait, même quand il n'y a pas d'urgence, il va la générer, c'est-à-dire qu'il va se mettre au travail au dernier moment pour créer de la stimulation parce qu'il a besoin de ça. Hmm, Mais il prend un risque pour sa santé lui aussi, puisque s'il ne prend pas soin de lui et de sa gestion de lui-même et de sa gestion de son travail, de son environnement, et ça peut aller jusqu'à l'autodestruction. Donc c'est quand même dangereux. hmm, Voilà. Et enfin, il y a le fait effort. Alors le fait effort, qui est aussi que j'associe au rebelle, à l'enfant adapté rebelle, hmm, tel qu'on décrit les états du moi en analyse transactionnelle, qui lui, est, quand il va bien, il est créatif, il a de l'humour, etc. Quand il ne va pas bien, il aurait tendance à rejeter la faute sur la faute de ses erreurs, de ses hmm. problèmes sur les autres. Ce n'est pas lui, c'est les autres, voilà. Et puis c'est un râleur, quoi. Mais bon, il y a des bons râleurs aussi. Alors, et si on les repasse, sans vouloir que ce soit trop scolaire, mais je suis Mhm, vraiment curieux ouais, maintenant de voir, ok, et sous stress, alors qu'est-ce qui se passe? Si tu as des exemples, ce serait super. Si tu n'en as pas, mhm, c'est pas grave. mhm, Euh, donc, si on revient au soi parfait, oui. quand il est sous pression, comment ça se passe? Alors, quand il est sous pression, il est autoritaire. Le soi parfait devient Ouais, autoritaire. ouais. Il est, Ça devient tyran un peu. il peut aller Ouais, jusqu'à, ouais, ouais. effectivement, jusqu'à tyranniser parce Mm, qu'il n'a qu'un objectif, parce qu'il n'a qu'un objectif en tête, c'est la réussite du projet. mm, Voilà. Et en même temps, une fois qu'il a réussi ce projet, il ne sait pas se satisfaire de la réussite du projet. mm. Il est tout de suite dans, si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait mieux. D'accord. Donc il est tout le temps dans la réalisation d'un projet, c'est bien, mais C'est pas assez, c'est jamais assez c'est en fait. jamais assez, c'est Ouais. jamais assez bien. Mm. C'est jamais assez bien. Voilà. Et donc il devient la caricature de ça quand il Ouais, est sous pression en fait. exactement. Mm. Exactement. Et Voilà. ensuite le soi fort. Alors, le soi fort, quand il est sous pression, bah, il s'enferme, il ne parle plus, il Mm, n'échange plus, il ne communique plus, mm. il s'isole en fait. Ouais. Ouais. Comment on va le chercher à ce moment-là? Hum. C'est délicat. Mm, Le soi fort, il vaut mieux le laisser tranquille, mm, le laisser se calmer et revenir le voir, mais sur des prétextes objectifs, c'est-à-dire des choses précises, et mm. pas pour lui dire ça va mieux, ça il Ça, supporte pas. Ah ça non, l'énerve. ah non, Parce que ça ça remet c'est en pas question du tout. son soi fort quelque part. Ça remet en question sa capacité à gérer, quoi. Donc un fait plaisir qui lui dirait oh ça va mieux, oh non, ça, Là, ça va l'énerver. c'est pas la bonne porte. Et Hein. quelle serait la bonne porte alors? La bonne porte, Ouais. c'est d'aller le voir pour lui poser une question, Mm. pour lui demander un conseil. Là, voilà, il reprend les choses en main et là, il arrive à Mais si, par exemple je sens qu'il y a un soi fort qui commence à tirer un peu sur la corde, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? le laisser tranquille. Mais du coup, lui diminuer un peu sa charge aussi, sans le forcément le... Ah Ah non? non, si tu lui diminues sa charge, tu risques de le vexer parce qu'il est en capacité de tout gérer. Quand je dis tout gérer, même s'il en a jusque-là, tu vois. D'accord. Voilà. Non, non, ouais. D'accord. Mais tu me disais tout à l'heure, avant qu'on commence cet entretien, et ça m'intéresse d'ouvrir un peu cette discussion-là, Mhm, que quand tu travailles dans les entreprises, mhm. n'hésite pas, si tu trouves que c'est OK pour Oui. toi, Mhm, de livrer quelques anecdotes. mhm. Le soi fort, c'est lui qui peut aussi craquer avec des conséquences physiques pour Oui, sa santé. Est-ce oui. que tu peux m'en parler? Oui, alors là, je me réfère au Hmm. cas d'un patron que j'ai connu il y a de nombreuses années, qui avait une capacité de travail incroyable. Il était à sa table de travail, à son bureau, pas chez lui, à son bureau, hein, à 6 heures du matin, et il Hmm. pouvait faire des journées jusqu'à 21 heures. Hmm. Il rentrait chez lui avec quelques dossiers pour regarder quelques dossiers après dîner. Hmm. D'accord? D'accord. Et puis Je un vois le jour, genre. Ouais. voilà, et puis un jour, il prend le train. Alors, je ne sais plus si c'est en montant dans le train ou en descendant. Il aurait eu juste le temps, c'est ce qu'on m'a raconté après, il aurait eu juste le temps de dire à un autre voyageur, vous pouvez m'aider s'il vous plaît. Il s'est écroulé et il a passé quelques mois à l'hôpital avec une paralysie. Il a fait l'AVC. Ouais, Hmm. ouais. Parce qu'il travaillait trop, parce qu'il s'alimentait mal
et parce qu'il dormait peu. Et il ne faisait aucune activité sportive. Moi, j'ai déjeuné plusieurs fois avec lui à l'époque, parce on travaillait ensemble. Euh, Ses repas le midi, c'était steak frites, C'est tous les intéressant pour jours. ceux qui nous écoutent parce qu'on est Le quand même steak frites. Ouais, dans... ouais. Je ne fais pas que ce podcast, je fais aussi Alpha Body. On passe notre temps à parler de Eh nutrition, de ouais, sommeil eh ouais. et de ça. Donc, D'activité, ah oui, d'activité. eh ouais. Ouais. Steak frites tous les jours. Alors, ça variait pas, hein. Mhm. Chaque fois que j'ai déjeuné, je déjeunais pas avec lui tous les jours, hein, mais chaque fois que j'ai déjeuné avec lui, c'était steak frites. Il avait un certain surpoids, ce monsieur? Pas tellement, Pas non. tellement. Mhm. Peut-être un petit peu, très léger dans bon point, je dirais, mais non, il n'était pas gros, quoi. Je ne le qualifiais pas de gros à Ouais. l'époque. Mais aujourd'hui, effectivement, en fait, il avait pas de muscles. Mhm. Il avait pas de muscles. Ça, c'est important. Ouais. En fait, oui. Ouais. C'est ce qu'on appelle un skinny fat en Un anglais. skinny fat, ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui est Mm. d'apparence plutôt maigre, mais Ouais. qui est gras. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de muscle. Il n'y a pas de muscles, Mm. ouais. Ouais. C'est pas bon. Mm. Et du coup, ce monsieur faisait pas d'activité physique. Il faisait que bosser. Il bossait, il passait son temps à bosser. Alors, il faisait du très bon boulot, hein, évidemment. Ouais. Il bossait bien. Donc au bout d'un moment, Mais sa les santé, muscles, le cœur, bah ils oui. peuvent pas. Ouais. Ouais. Hmm. Mm. Donc, les conséquences sont quand même graves. Quand j'interviens en entreprise, je parle de tout cela. Et un jour, une participante me dit: «Oh, Marlène, vous me faites peur.» Ah, je dis: «Ah, bah tant mieux. Hmm. Je préfère, moi, vous faire peur ici, aujourd'hui, Hmm. plutôt que vous ayez peur plus tard parce que vous n'aurez pas pris soin de vous.» Hmm. C'est ça mon message. Oui. Dans les entreprises, il y a beaucoup de pression. Dans les entreprises, alors, on est passé par la période Covid, hein, je ne vais pas refaire l'histoire. Bien sûr. Et ça a bouleversé, en fait, la manière de travailler, la manière d'appréhender et le travail et la vie personnelle. Mhm. Euh, donc, il y a eu... Alors, attends, je vais couper là parce que je suis un peu perdue. Oui, donc, mon message, c'est ça. C'est de faire prendre conscience aux salariés que ils doivent prendre soin d'eux-mêmes parce que personne ne peut le faire à leur place. Et je leur dis, par exemple, je ne peux pas dormir à votre place. Pas Hmm. plus que je ne peux me nourrir ou me reposer à votre place. Hmm. Vous disposez d'un capital santé. Vous en avez un seul. Hmm. Et ce capital santé ne se renouvelle pas. Hmm. C'est le seul capital que vous ne pouvez pas placer à la banque. Il ne rapporte rien. Hmm. Par contre, une fois que c'est perdu, c'est perdu. Hmm. Donc le capital santé, vous devez le préserver le plus longtemps possible. D'accord? Au-delà de la charge de travail, parce que la charge de travail, elle est là. Je me rends compte qu'effectivement, dans les entreprises, il y a la pression exercée par la charge de travail, elle est énorme. Hmm. Hmm. Donc ça crée du stress. La charge de travail alliée à, euh, comment dire, à la pression du temps, aux échéances, et parfois aussi aux moyens qui sont donnés aux salariés. Donc les trois associés, ça fait des dégâts. Donc je leur explique qu'ils vivent ça, certes. Il s'agit, en fait, la question c'est comment ils vivent ça. Et là, je vais m'appuyer sur ce que dit Hans Selye. Hmm. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont on le prend. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont on le prend. Et j'explique que le jour où moi j'ai découvert cette phrase, le jour où j'ai fait ma propre formation sur la gestion du stress et que j'ai découvert ça, j'ai tout compris sur le stress. C'est-à-dire qu'en fait, je n'avais plus qu'à intégrer ensuite comment faire. Et comment alors on change sa perception de comment on le Par la prend? prise de recul, Hmm. par le lâcher-prise. Et effectivement, j'ai une charge de travail. Mhm. Mais est-ce qu'en stressant, je vais aller plus vite? Hmm. Non. Est-ce qu'en stressant, je vais respecter mes échéances? Pas forcément. Mais en même temps, si je n'informe pas mon patron, mon manager de la réalité de ma situation et que je reste dans mon coin, que je continue à manger mon frein, je n'avance pas. Ça passe aussi par la communication. Donc la gestion du stress passe par plein d'éléments. Et donc la communication, j'informe au manager que je ne vais pas pouvoir Gérer. respecter l'échéance. Alors, il y a deux cas.
Là, j'avoue que je suis parfois confrontée à des situations Hmm. complexes. Il y a le manager qui va dire, bon, on va regarder ensemble, on va voir comment je peux t'aider ou comment un autre de tes collègues peut t'aider. Et il y a malheureusement parfois des managers qui disent, bah écoute, tu te débrouilles, quoi. Et encore, je reste poli ici, Hmm. d'accord? Ouais. Et ça, Ouais. c'est plus problématique. Comment aider un collaborateur qui vient en formation, qui me dit je suis stressé, quand je vais à mon collaborateur, il me dit ben, écoute, tu te débrouilles, ou si tu ne sais pas bosser, ben, je mettrai quelqu'un d'autre à ta place. Hmm. C'est pas du management. Hmm. C'est de la dérive managériale, Hmm. c'est beaucoup de pression, et ce que j'appelle aussi le management pathogène. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aucune prise en compte de la pression exercée sur le collaborateur. Hmm. Alors peut-être que lui-même, ce manager, a aussi la pression du dessus. Bon, il faudrait remonter. Hmm. Voilà. Mais comment faire si je suis manager, par exemple? Mhm, Moi, j'ai une pression du résultat, mhm, je suis chef d'entreprise mhm. ou manager Oui, intermédiaire, et j'ai un résultat tel que euh, j'ai envie de dire la survie de la structure en dépend, bien sinon sûr. on risque de planter la Mhm, boîte ou bien sûr. où il y a des enjeux qui sont réels en fait. Ça, c'est ta réalité. Et en même temps, le Ouais. collaborateur vient me voir et me dit, là, je peux plus, j'ai trop de projets. Comment on trouve un compromis dans ces cas-là, justement, sans devenir le pathogène qui dit, Ouais. bah tu te débrouilles, frérot. Hmm. Qu'est-ce que toi tu fais dans... Alors, je te pose la question, mais c'est moi qui vais répondre. En fait, c'est la discussion. Ouais. La discussion, les échanges, et il y a une petite phrase magique. Quand un collaborateur dit je n'y arrive pas, j'ai trop de stress, j'ai trop de pression, et qu'il s'entend dire je comprends, je comprends. Rien que ça déjà, ça apporte un apaisement au collaborateur. Hmm. Ça ne veut Ouf. pas dire qu'on va trouver la solution, mais je comprends ce qu'il traverse. D'accord. C'est magique. Donc il y a une empathie. Ben oui, Hmm. ben oui, je comprends ce que tu traverses. On va regarder ensemble, on va voir si on trouve une solution. Peut-être mettre un ordre de priorité par rapport à nos besoins, par rapport aux besoins de nos clients. Voyons comment on peut faire autrement. Et peut-être que lui-même trouvera une solution. Hmm. Moi, je vais poser des questions. Moi, en tant que manager, je pose des questions. Et peut-être que lui va me dire, ah ben oui, tiens, ici, je faisais comme ça. Bravo. Ouais. Et c'est parfois suffisant. Tu vois, Ouais. il y a pas forcément une solution à trouver à tout, parce que des fois, là, les échéances sont là et que nous devons répondre, vous devez répondre aux besoins des clients qui achètent nos produits, vos produits. Euh, et il y a comment je gère le collaborateur à ce moment-là. Et Hmm. c'est parfois suffisant Hmm. pour créer une relation de confiance, pour créer de l'empathie, pour créer quelque chose qui permette au collaborateur de dire mon manager sait que je vais faire de mon mieux. Hmm. Il sait que je vais faire mon possible. Finalement, les solutions sont simples. Hmm. C'est comment je les intègre et comment je les délivre à mes collaborateurs. Comment je m'y prends? Parce qu'il y a une différence entre, écoute, tu te débrouilles, hein, Hmm. euh, et, euh, et je, Pour pas dire autre chose. voilà, Ouais. et je te comprends. Hmm. Je comprends, on va regarder ensemble. Ok. Ça fait toute la différence. Ouais. Et au final, peut-être que le résultat sera le même. Et le résultat sera le même. Parce que le même, c'est-à-dire que le collaborateur va faire le boulot que lui demandait. Hmm. Simplement parce qu'il a en face un manager qui l'écoute, qui le comprend et qui le soutient. Ouais. Tu vois? Que dire des managers qui se disent, ouais, mais si j'enlève la pression, ils vont se relâcher, ils vont pas en faire assez. Hmm. Ça, c'est une crainte aussi des managers, Ça souvent. s'appelle une croyance. Ouais, En analyse transactionnelle, on appelle ça une méconnaissance de la réalité d'accord. et des capacités des collaborateurs. Ok, Et ça relève d'un manque de confiance vis-à-vis des collaborateurs. d'accord. Alors, j'invite le manager à aller faire un tour du côté d'une formation ou d'un coaching. Non, mais il Ouais, a peut-être besoin, effectivement, ouais. de comprendre certains phénomènes, tu vois. J'ai vécu, moi, avec
un manager une situation un peu similaire où je posais la question, je faisais des interviews et un des managers, je lui pose la question quand vos collaborateurs font du bon boulot, qu'est-ce que vous leur dites? Il me dit ben rien. Ah bon, pourquoi? Il me dit ben c'est normal, ils font leur boulot, ils sont là pour ça. Très bien. On continue l'interview, je me dis je vais garder ça en tête. Et un peu plus loin, je lui pose des questions de son propre manager vis-à-vis de lui. Et je lui dis, est-ce que votre manager vous fait parfois des compliments? Ah ben non alors. Je dis, quel lien vous faites entre ce que vous venez de dire là et ce que nous avons évoqué tout à l'heure de vous vis-à-vis de vos collaborateurs? Il me regarde, il éclate de rire. Il avait compris. Ouais. Il avait compris qu'effectivement, il reproduisait avec ses propres collaborateurs ce que son manager faisait avec lui, c'est-à-dire pas de signe de reconnaissance. Alors, le signe de reconnaissance, c'est, selon la définition de Berne, c'est tout acte qui reconnaît la présence d'autrui. Tout acte qui m'amène à reconnaître l'autre. La reconnaissance, c'est tout acte, le signe de reconnaissance, c'est tout acte qui m'amène à reconnaître l'autre ou sa présence. C'est-à-dire que là, tu me poses une question et je te réponds. À la fois, tu me donnes un signe de reconnaissance parce que tu me poses une question et tu t'intéresses à moi. Et je m'intéresse à toi en te donnant une réponse. Je te reconnais dans ta question. Donc, le signe de reconnaissance, c'est vraiment ce qui va consister à identifier, reconnaître, voir l'autre à la base. D'accord ? Le signe de reconnaissance va prendre plusieurs formes. Il peut être positif ou négatif. Il peut être conditionnel ou inconditionnel. Conditionnel, c'est lié à ce que je fais. Inconditionnel, c'est ce que je suis. Conditionnel, par exemple, tu as fait du bon boulot, bravo. Un manager qui dit ça à son collaborateur. Inconditionnel, c'est un vrai plaisir de travailler avec toi. Donc la personne que tu es. D'accord ? Et il peut être négatif, tu n'as pas fait du bon boulot, ou négatif conditionnel. Hein, et inconditionnel, ça devient sors de mon bureau, je ne veux plus voir ta tronche. Ou tu es une merde, ou tu es nul, ou tu es... Voilà. Okay. Donc plutôt ça déconseiller voilà. l'inconditionnel négatif et à proscrire. Alors, tu es une merde ou, comment tu as dit? Tu es nul. Tu es nul. Ça, ce ne sont même plus des signes de reconnaissance. C'est ce qu'on appelle des méconnaissances de signes de reconnaissance. C'est un autre chapitre, je ne vais pas l'aborder là. Okay. Mais le signe de reconnaissance, il est lié à la personne ou à ce qu'elle fait. Mais si je dis à quelqu'un tu es nul, c'est moi qui pense ça. Qui est nul dans l'absolu? Ok, tu vois? Donc ça relève d'une méconnaissance de la réalité. Enfin bref, je veux bien faire un podcast là-dessus. Il y a des podcasts à faire sur... On multiplie les podcasts au fur et à mesure de nos échanges.